25 000 kilos d'acier projetés dans les airs. C est le poids de la tourelle D, un char T-72 après une explosion. Un record macabre. Pourquoi ce blindé russe finit-il systématiquement en boule de feu? La réponse tient en un mot: sa conception. Mais le tableau N n'est pas uniquement noir. Sur les images des archives, on voit le T-72 partout. Il défile fièrement sur la place rouge. Il avance dans la poussière des déserts syriens. Il brûle sur les routes des Ukraines. À l'image, une carcasse calcinée, le canon planté dans le sol. Ce char est devenu le symbole D, une doctrine de guerre totale. Mais la réalité est complexe. Le T-72 possède deux visages. D, un côté, une silhouette basse, un moteur robuste et un canon de 125 mm capable de percer presque en n'importe quel obstacle. C est une machine de production de masse, simple, efficace, redoutable pour l'ennemi situé en face. De l'autre côté, un piège mortel pour ses propres occupants. Il ne s'agit pas de simples défauts techniques, ce sont des choix d'ingénierie délibérés. La disposition des munitions, le système de chargement automatique, l'exiguïté du compartiment. Chaque détail a été pensé pour la performance brute, au mépris total de la survie des hommes. Une pénétration du blindage ne signifie pas seulement l'arrêt du véhicule. C est une condamnation immédiate. Les obus sont stockés juste sous les sièges du conducteur et du tireur. Un impact, une étincelle, et le char se transforme en volcan. À première vue, un prédateur des plaines, mais en réalité, un cercueil d'acier. Les témoignages des survivants sont rares. Les rapports techniques décrivent des scènes insoutenables. La pression interne monte en une fraction de seconde, le métal fond. Le compartiment devient un four à haute pression. Nous allons examiner les mécanismes précis de ces catastrophes, les caractéristiques méconnues, les erreurs tactiques, les histoires oubliées des équipages qui ont dû opérer dans ces conditions extrêmes. Le choix vous appartiendra. Est-ce un chef d'œuvre de industrie soviétique, ou une erreur historique fatale? Accepteriez-vous de prendre place derrière les leviers de commande? Les faits sont là. Le moteur démarre. Et l'histoire commence maintenant. 20 000 unités produites, 40 pays utilisateurs, 50 ans de service ininterrompu. Le T-72 n'est pas un simple blindé. C'est le pilier de la force de frappe soviétique. Aujourd'hui encore, il sature les lignes de front. En Ukraine, les deux camps l'utilisent massivement. Les carcasses calcinées jonchent les routes, mais les usines continuent de tourner. Pourquoi ce char a-t-il cette allure? La réponse se trouve dans l'immédiat après-guerre. À cette époque, l'évolution technologique est brutale. Les soviétiques multiplient les catégories. Chars moyens, chars lourds, canons automoteurs. C'est un inventaire complexe et coûteux. Le T-34 était le bras armé de la victoire contre l'Allemagne. Une machine de guerre légendaire, mais rustique. Elle a été conçue pour l'urgence des combats. Moderniser une telle plateforme était impossible. Les ingénieurs ont tenté plusieurs approches. Les couloirs du Kremlin ont vibré sous les débats politiques intenses. Vint ensuite la série des T-54 et T-55. Le succès est immédiat. 100 000 exemplaires sortent des usines à travers le monde, un record historique. Pourtant, ces engins ne sont que des évolutions. Le véritable saut technologique arrive plus tard. Le choc porte un nom, le T-64. À l'image, on voit un profil bas et compact, une silhouette menaçante. Ce char change tout. Il intègre un blindage composite révolutionnaire et un canon à âme lisse de 125 mm. Pour la première fois, un chargeur automatique remplace un soldat. L'Occident est stupéfait. Mais il y a un problème. Le T-64 est une machine de précision, trop complexe, trop fragile. L'état-major se divise. Pour faire fonctionner cette technologie, il faut des équipages d'élite et des mécaniciens hors pair. Or, en cas de guerre totale, Moscou compte sur une armée de conscrits, des hommes peu formés, envoyés massivement au front. Comment produire un char high-tech en série illimitée? La réponse est un compromis. Les ingénieurs reprennent le concept du T-64 mais simplifient tout le mécanisme. Ils cherchent la fiabilité absolue. L'objectif est clair, une machine capable de démarrer par moins 40 degrés entre les mains d'un paysan. Le prototype porte le matricule objet 172 Ural. Les tests sur le terrain sont probants, la production est lancée, le T-72 est né. Pendant un temps, on l'appelle le modèle de mobilisation. Il est censé rester en réserve, prêt à être fabriqué par milliers uniquement en cas de conflit mondial. Le plan initial était simple. Le T-64 et le futur T-80 devaient équiper l'élite. Le T-72 devait être le char du peuple.
Mais la réalité économique bouscule les plans. Le marché de l'exportation explose. Les pays arabes, après plusieurs guerres contre Israël, réclament des blindés neufs. La production passe alors à l'échelle industrielle. Les usines d'Ural Vagon Zavod tournent à plein régime. Le T-72 inonde le Moyen-Orient et l'Europe de l'Est. Sur les images d'archives, on voit des colonnes de blindés s'étendre à perte de vue. Le monde découvre la puissance de feu soviétique. Mais avant de voir comment il se comporte sous le feu, analysons sa conception. Tout commence par une coque d'acier et une question de survie. 125 mm. C'était le calibre du canon à Hamlis qui équipait le char. Comme son grand frère, le T-64, le T-72 conservait un profil bas et écrasé. Son système de chargement automatique avait été revu. Il était désormais plus rapide et plus fiable. À son apparition, ce canon était le plus imposant au monde en service opérationnel. Dans les états-majors de l'OTAN, c'est la panique. Les armées occidentales doivent en urgence moderniser leurs pièces de 105 mm rayées, devenues obsolètes. Pourquoi un tel avantage? La réponse tient en un chiffre, 3. C'est le nombre d'hommes à bord, un conducteur, un tireur et un commandant. Le chargeur humain disparaît au profit de la machine. À l'image, l'intérieur du char est exigu, saturé d'acier. En supprimant le quatrième homme, les ingénieurs soviétiques ont réduit drastiquement le volume du véhicule. Pas besoin d'espace pour qu'un soldat se tienne debout ou manipule des obus lourds en plein combat. Le mécanisme s'occupe de tout. En théorie, cela permet une cadence de tir soutenue bien supérieure aux standards de l'époque. Mais ce choix technique impose un compromis radical. À première vue, un avantage tactique majeur. Mais en réalité, un défi physique pour l'équipage. Le T-72 ne pèse que 40 tonnes. En comparaison, un Abrams moderne atteint les 70 tonnes. Le char russe est plus léger, plus petit, donc plus difficile à cibler. Sa puissance de feu reste pourtant identique à celle de ses rivaux plus massifs. Sur route, il atteint 70 km/h, un bolide de métal. Mais un défaut de conception subsiste. Sa marche arrière est dérisoire, à peine 5 km/h. Dans un retrait sous le feu ennemi, le char est une cible lente. Les capacités de franchissement sont également extrêmes. Le char possède un Schnorchel, un tube de respiration massif fixé derrière la tourelle. Le véhicule peut plonger jusqu'à 5 mètres de profondeur. On voit le blindé disparaître totalement sous la surface, roulant sur le lit de la rivière. Mais l'opération est une mission suicide. L'équipage doit suivre un entraînement spécial très rigoureux. Le danger est permanent. En cas de calage du moteur ou de fuite sous l'eau, l'issue est souvent fatale. La pression hydraulique est telle qu'il est impossible d'ouvrir les écoutilles. Pour sortir, les soldats doivent attendre que l'habitacle se remplisse entièrement d'eau afin d'équilibrer les pressions. Chaque seconde compte. Le moindre incident technique transforme le blindé en un cercueil d'acier immergé. La technologie a permis de réduire la taille, mais au prix de la sécurité des hommes. Cette option n'est quasiment jamais utilisée sur le terrain. Le T-72 possède un système de protection nucléaire, biologique et chimique complet. Pour l'activer, le compartiment de combat doit être hermétiquement scellé, exactement comme pour une traversée de rivière profonde. L'équipage ne respire plus que par des filtres spéciaux chargés de stopper les particules toxiques. Mais il y a un prix à payer. Pour garantir l'étanchéité totale contre les gaz ou l'eau, un joint en caoutchouc gonflable bloque la rotation de la tourelle. Le char devient une forteresse immobile. Pourquoi sacrifier la mobilité pour la survie? En réalité, ce système ne sert à rien dans un combat conventionnel. Il n'est utile que dans un scénario d'apocalypse. On peut imaginer des colonnes de blindés traversant des plaines radioactives pour traquer les derniers survivants après un échange nucléaire. Revenons aux faits concrets. Le chargeur automatique fonctionne selon une ingénierie précise. Sous la tourelle se trouve un carrousel rotatif. Il contient 22 obus stockés en deux parties. Le projectile d'un côté, la charge propulsive de l'autre. Le mécanisme fait pivoter le carrousel pour aligner la munition choisie. Le chargement s'effectue ensuite en deux étapes mécaniques. D'abord le projectile, puis la charge. À l'image, on voit le bras métallique pousser les composants dans la culasse. Une fois le coup parti, le culot de la douille est automatiquement éjecté par une petite trappe sur le toit de la tourelle. Le cycle complet dure environ 8 secondes. C'est un rythme constant et implacable. Un chargeur humain est plus rapide sur les premiers tirs, il peut enchaîner 5 obus en un temps record. Mais la fatigue arrive vite, le soldat se retrouve vite entouré de douilles brûlantes au sol et doit fouiller dans les casiers pour trouver le bon type d'obus. La machine, elle, ne connaît pas la fatigue. À première vue, le chargeur automatique est un avantage.
Mais en réalité, c'est une contrainte physique. Le carrousel maintient sa cadence de 8 secondes du premier au 22e obus sans interruption. Le char transporte également des munitions supplémentaires stockées hors du carrousel pour un réapprovisionnement sous le feu. Le tireur sélectionne son type d'obus via un panneau de contrôle. Fragmentation explosive, flèche perforante ou charge creuse anti-char. Mais que se passe-t-il si le mécanisme tombe en panne? Les événements se compliquent. L'équipage doit alors charger manuellement en utilisant une manivelle de secours. Dans cette configuration, la cadence chute brutalement à 2 tirs par minute. Le char devient alors une proie facile. Pourtant, ce système censé donner l'avantage aux Soviétiques est devenu leur plus grande faiblesse. C'est le talon d'Achille du T-72. Le problème réside dans le stockage des munitions. Les obus du carrousel ne possèdent aucune protection blindée interne. Pire encore, les VI-1 GT munitions supplémentaires sont éparpillées partout où il reste de la place dans l'habitacle. Sur la vidéo, on comprend le danger. Si un projectile ennemi perce le blindage, il génère un jet de métal fondu et des étincelles. Ces débris entrent instantanément en contact avec les charges propulsives exposées. La suite est inévitable. Les charges s'enflamment, la pression monte en une fraction de seconde et la tourelle est projetée dans les airs. L'innovation technique s'est transformée en un piège mortel pour l'équipage. Une fraction de seconde. C'est le temps nécessaire pour qu'une réaction en chaîne transforme l'intérieur du char en brasier. L'explosion des munitions internes ne laisse aucune chance. Pour l'équipage, la fin est instantanée et indolore, mais personne ne voudrait tester cette théorie. Pourquoi ce risque était-il si élevé? La réponse se trouve sous les pieds des tankistes. Le carrousel de chargement automatique expose les obus sans protection réelle. Côté armement, le char reste rustique. En plus du canon principal, on trouve une mitrailleuse coaxiale PKT. Sur le toit de la tourelle, le commandant dispose d'une mitrailleuse lourde DSHK. Rien d'autre, pas de gadgets inutiles. À l'image, l'espace intérieur est saturé. Les tankistes occidentaux décrivent là le T-72 comme une cellule de prison en acier. Le tireur et le commandant sont littéralement coincés. Ils sont compressés entre la culasse massive du canon et les parois froides de la tourelle. Il est impossible de se retourner. La visibilité est presque nulle une fois les trappes verrouillées. Ce n'est pas un hasard si l'armée russe impose une taille maximale de 1,75 m pour ses équipages. Même pour ces hommes de petite taille, l'habitacle est un cauchemar ergonomique. Chaque mouvement est calculé, chaque geste est une lutte contre le métal. Mais comment cette machine s'est-elle comportée sur le terrain? La réponse est complexe. Le baptême du feu n'a pas été l'œuvre des Russes. Ce sont les Syriens qui ouvrent le bal dans les années 80. Ils engagent leurs blindés contre les forces israéliennes au Liban. Plus tard, l'Irak déploie ses nouveaux exemplaires pendant la guerre Iran-Irak. C'est le premier conflit à grande échelle pour le T-72. Sur les cartes de l'époque, les résultats déçoivent. Pourquoi un tel échec? Première raison, les versions d'exportation. Ces modèles sont simplifiés et moins performants que les versions réservées à l'armée soviétique. Deuxième raison, l'humain. Les équipages sont mal formés. La coordination avec l'infanterie et l'artillerie est inexistante. Les services de renseignement occidentaux ont alors commis une erreur. Ils ont sous-estimé le char. Pourtant, le canon de 125 mm n'avait rien d'une plaisanterie. À distance de combat, il pouvait pulvériser n'importe quel blindé de l'OTAN. La menace était réelle, mais elle restait cachée derrière des erreurs tactiques. 1991, l'Union soviétique s'effondre. La Tchétchénie proclame son indépendance. Moscou refuse la sécession. Les négociations échouent. Le Kremlin décide d'utiliser la force brute. L'objectif est simple, envoyer les chars et l'infanterie pour briser toute résistance. Pourquoi avoir choisi la force? Moscou voulait une victoire rapide pour marquer les esprits. La réponse fut une offensive massive sur la capitale, 31 décembre 1994. La nuit du réveillon commence sous un déluge d'acier. L'artillerie lourde et les roquettes s'abattent sur Grozny. Les quartiers résidentiels sont pulvérisés. Le bilan civil est lourd. Les colonnes de blindés s'ébranlent. Des chars T-72 et les nouveaux T-80 entrent dans la ville. À l'image, des blindés de transport de troupes BMP slalomant entre les décombres. Les ordres sont clairs, atteindre le centre-ville, sécuriser la gare ferroviaire et le palais présidentiel. Faire la jonction entre toutes les unités. À l'intérieur des véhicules, la réalité est brutale. La plupart des équipages sont des conscrits, des jeunes soldats sans expérience. Ils ne savent pas qu'ils roulent vers un piège. À première vue, une progression militaire classique, mais en réalité, un suicide collectif. Les blindés s'entassent sur les places bombardées. Ils sont entourés d'immeubles hauts. Dans les étages, les combattants tchétchènes attendent.
Ils sont motivés et connaissent le terrain. Ils laissent passer les premiers véhicules au centre du dispositif. Puis, ils ouvrent le feu sur l'arrière de la colonne. Ils utilisent des lance-roquettes RPG-7, des armes anciennes, bon marché mais dévastatrices. Le piège se referme. Les blindés sont bloqués entre les carcasses en feu. Les snipers et les mitrailleuses tirent depuis les toits. Les chars reçoivent des coups venant de toutes les directions. Les roquettes frappent le sommet des tourelles, là où le blindage est le plus fin. Sur les enregistrements, on entend le chaos. Les équipages russes sont incapables de riposter. Leurs canons ne peuvent pas se lever assez haut pour atteindre les derniers étages des immeubles. La situation a empiré. Ce qui devait être une démonstration de force devient un massacre. 2 jours de combats urbains d'une violence extrême s'ensuivent. Le bilan est terrifiant. Sur les 120 véhicules blindés engagés, plus de 100 sont vaporisés. Sur les 1000 soldats entrés dans la ville, plus de 800 sont morts ou blessés. La 131e brigade russe est rayée de la carte. Elle n'existe plus. À l'image, des renforts tentent d'approcher. Ils n'atteindront jamais le centre. Ils tombent dans des embuscades avant même d'entrer dans Grozny. Les pertes s'accumulent. Les télévisions du monde entier diffusent les mêmes clichés. Des dizaines de carcasses de T-72 calcinées. Les tourelles sont arrachées par l'explosion des munitions internes. Une roquette RPG-7 coûte quelques centaines de dollars. Elle vient de détruire des chars à 500 000 $ l'unité. Cette technologie de charge creuse reste, aujourd'hui encore, la hantise de tous les commandants de blindés. Ainsi s'est achevée la première bataille de Grozny. Les corps ont été évacués sous la neige. 1999. Les Russes tirent les leçons du désastre de Grozny. Pour la deuxième guerre de Tchétchénie, la stratégie change radicalement. Ils ne foncent plus tête baissée dans les quartiers résidentiels. Pourquoi ce changement de tactique ? L'état-major a compris le prix du sang. La réponse est simple. Une préparation d'artillerie massive avant chaque mouvement. Les blindés n'avancent plus seuls. L'infanterie progresse désormais aux côtés des chars, protégeant les flancs contre les attaques rapprochées. Sur les écrans radars et les cartes, la progression est lente, presque chirurgicale. Les tanks ne s'engagent plus à l'aveugle dans les rues étroites de la capitale tchétchène. À l'image, des T-72 recouverts de briques de blindage réactif, contact 1. Ce système explose à l'impact pour neutraliser le jet de flammes des vieux lance-roquettes RPG-7. L'efficacité est réelle contre les munitions obsolètes, mais la protection a ses limites. Les tirs répétés sur la même zone où l'arrivée des nouvelles ogives à charge tandem brise cette carapace. Les tourelles s'envolent à nouveau dans le ciel tchétchène. Pourtant, un chiffre confirme le succès relatif de la nouvelle méthode. Les pertes russes sont nettement inférieures à celles de l'an 1994. Mais ce n'était que le début. Après le conflit, Moscou lance de vastes programmes de modernisation. Les ingénieurs améliorent les systèmes de visée et renforcent encore le blindage. À première vue, le char semble moderne. Mais en réalité, il reste une machine conçue selon une vision de la Seconde Guerre mondiale. 2011. La Syrie s'embrase. Le T-72 se retrouve à nouveau piégé dans les combats urbains. Sur les vidéos d'archives, on voit des missiles anti-chars de fabrication occidentale frapper les blindés russes à plus d'1 kilomètre de distance. Une précision millimétrée. Un seul impact suffit à pulvériser le blindage. Les cages en acier et les briques réactives deviennent inutiles face à la puissance des missiles guidés modernes. La situation a empiré en 2022. La guerre en Ukraine a définitivement remis en question la survie du concept même de char de combat. Le T-72 est devenu une cible facile. Il ne possède aucune défense contre les systèmes à attaque par le haut comme le Javelin ou le Nleobayo. Ces armes frappent le toit, là où le blindage était le plus fin. L'erreur était interdite, mais une nouvelle menace est apparue. Les drones. Des engins bon marché, jetables, mais redoutables. Ils guident des ogives de RPG directement vers les points faibles du moteur ou de la tourelle. Les images montrent des solutions de fortune, des grilles soudées sur le dessus des chars. Les soldats les appellent les cages de l'espoir. À l'image, des carcasses de ferraille brûlées sur chaque route, les équipages tentent d'ajouter tout ce qu'ils trouvent pour se protéger. Du bois, des sacs de sable, du métal de récupération. Mais rien n'y fait. Les T-72 continuent d'exploser partout sur le front. On voit encore et toujours le même phénomène, l'effet diable en boîte. La réserve de munitions internes explose et projette la tourelle de plusieurs tonnes à des dizaines de mètres de hauteur. L'histoire s'est arrêtée là pour des milliers de tankistes. 25 tonnes de métal projetées dans les airs. C'est l'image qui hante les états-majors.
L'explosion interne des munitions transforme instantanément la tourelle du char en un projectile autonome. Le T-72 ne se contente pas de brûler, il se désintègre. Pourquoi garder de tels engins? La question divise. Certains experts l'affirment, le char de combat reste indispensable. Aucun autre véhicule ne peut transporter un canon de gros calibre directement sous le feu pour soutenir l'infanterie. Mais le calcul économique change la donne. À première vue, une forteresse mobile, mais en réalité, une cible vulnérable. Un drone ou un missile à quelques milliers de dollars peut neutraliser une machine qui en coûte des millions. Si la protection n'évolue pas, le char perdra sa place. Sur le terrain moderne, l'isolement est mortel. Sans couverture aérienne et sans infanterie au sol, le char devient un cercueil d'acier. Le temps presse pour cette technologie face à des menaces qui mutent chaque mois. Pourtant, l'histoire a montré sa force. Dans le passé, les T-72 ont surclassé les M-60 américains et les Chieftains britanniques lors de plusieurs affrontements au Moyen-Orient. L'année 1990 marque un tournant brutal. C'est le début d'une période sombre pour les équipages. Le T-72 passe du statut d'arme de choc à celui de fardeau stratégique. Tout commence avec l'opération Tempête du désert. Les blindés irakiens, souvent des modèles anciens servis par des équipages mal entraînés, se retrouvent face au sommet de la technologie américaine, le char Abrams et le véhicule Bradley équipé de missiles TOW. La scène est un massacre technique. Les unités blindées américaines avancent derrière un mur de sable et de poussière. Elles utilisent des caméras thermiques, des systèmes de vision nocturne et des télémètres laser. La coordination avec l'armée de l'air est totale. La visibilité est nulle pour les Irakiens, mais parfaite pour les Américains. Les blindés soviétiques sont balayés. À l'image, un Abrams tire. Le canon de 120 mm projette un obus flèche à une vitesse supersonique. Le projectile traverse le blindage du T-72 comme un couteau brûlant dans du beurre. L'impact a lieu à plusieurs kilomètres de distance. Les Irakiens explosent avant même d'avoir pu identifier une cible sur leurs optiques rudimentaires. La réputation du char est en lambeaux. Pour beaucoup, le T-72 est devenu une plaisanterie technique, mais le pire reste à venir. La machine s'apprête à affronter des missiles portatifs de nouvelle génération dans un environnement pour lequel elle n'a jamais été conçue, la guerre urbaine. Les événements se sont accélérés, la survie n'était plus garantie.